donc à ce cours d'économétrie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui porte donc sur les tests diagnostiques des erreurs d'un modèle linéaire multiple. Ça porte donc sur l'hypothèse de l'hétéroscédasticité ainsi que celle de l'autocorrélation. Lorsque nous avons estimé le modèle linéaire multiple, nous avons supposé que les thèmes d'erreur étaient homoscédastiques et non autocorrélés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces deux hypothèses-là ne sont pas vérifiées? La conséquence, c'est que l'estimateur des coefficients n'est plus à variance minimale. Ça veut dire qu'il existe un estimateur qui est meilleur que lui. Donc du coup, la variance donc, de H chapeau, donc de notre estimateur, il est biaisé. Or, ces valences-là interviennent également dans les tests que nous faisons. Donc les tests de significativité des coefficients sont aussi biaisés. Donc que ce soit le test de Student, le test de Fisher et le test de Kidde, ces tests-là sont tous biaisés parce qu'ils n'utilisent pas les bons estimateurs des variances des coefficients. Donc nous allons voir pratiquement donc, sur eViews comment on détecte et on corrige l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation résiduelle. Voilà, donc nous allons estimer la fonction de consommation. Donc nous récupérons notre base de données donc, sur la consommation. Et donc, le modèle, c'est log de la consommation qu'on va donc régresser sur log du PIB qui fait office de revenu, sur l'indice des prix, sur les dépenses publiques et la constante. Voilà. Donc, vous écrivez le modèle tel que ça apparaît et vous validez en appuyant sur OK. Voilà. On avait déjà estimé cette équation-là dans la première leçon. Donc, on obtient les résultats qui s'affichent. Voilà. Donc, vous avez ici les variables explicatives, leurs coefficients respectifs, les écarts types, les taux de student, qui sont donc le rapport entre le coefficient, voilà, entre ce coefficient-là et l'écart type. Et puis vous avez ici maintenant les probabilités. Voilà. Donc ici, on constate que les coefficients des variables explicatives sont tous significatifs. Vous voyez ici que les probabilités sont tous inférieures au seuil de 5%. Mais comme tout à l'heure, on vient de le dire, ces écarts types qui sont là seront biaisés si les résidus de ce modèle-là ne sont pas homoscédastiques et non autocorrélés. Donc, nous allons commencer à faire le test d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. Donc, on commence par les tests d'hétéroscédasticité. Donc, on se met dans l'équation. On va dans View, Residual Diagnostics et on va dans Hétéroscédasticity Test. Voilà. Donc, on clique dessus. Et donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des tests d'hétéroscédasticité. Donc, Brush, Pagan, Godfrey, Harvey, Glaser, Arch et White. Donc, on va commencer par le test de Brush, Pagan, Godfrey, donc, qui est le premier test. Donc, on valide en cliquant sur OK. Voilà. Donc, il affiche ici donc, les résultats. Ici, on va seulement s'intéresser aux probabilités. Voilà. Donc, la probabilité du test est indiquée par ça, par cette valeur-là. Donc, ici, la probabilité fait 0,5739. Cette probabilité étant supérieure à 5%, donc ici, on accepte l'hypothèse nulle qui est que les erreurs sont homoscédastiques. Et vous voyez bien ici que le test rappelle l'hypothèse nulle ici. Vous voyez ici, hypothèse nulle, homoscédasticité. Donc, selon le test de Brush, Pagan et Godfrey, les erreurs sont
homocédastique. Nous allons faire d'autres tests alternatifs. Donc, on repart dans View, Residual Diagnostics, hétérocédasticité. Cette fois-ci, on va aller avec Harvey. Voilà, Harvey. Donc, on fait OK. Harvey aussi dit que les erreurs sont homocédastiques. Nous allons aller avec un autre test, le test Glaser. Voilà, Glaser. On valide. Glaser également dit que le test, que les erreurs sont homocédastiques. Nous allons aller avec le test de White. White. Bon, il faut dire que le test de White a deux versions. Hein. Donc, il y a une version où on inclut les thèmes croisés et puis une version où on n'inclut pas. Donc, à défaut, c'est la version où on inclut les thèmes croisés. Donc, c'est ça qui est indiqué ici. Donc, on valide. Là, le test de White nous reporte une probabilité qui est nulle. Donc, le test de White rejette l'hypothèse d'homocédasticité. Donc, les erreurs sont hétérocédastiques. On peut faire la version no cross, White. Donc, on décoche ici, donc cette case-là. Et puis, là, les erreurs sont homocédastiques. Donc, le test de White ici nous dit que les erreurs sont hétérocédastiques. Nous allons maintenant faire le test d'autocorrélation des résidus. Donc, je reviens à mes résultats. Maintenant, je vais voir est-ce que les résidus sont autocorrélés ou non. Donc, on repart dans View, Residual Diagnostics. On peut faire le test de Brush-Godfrey ici, donc Serial Correlation LM Test. Donc, on prend celui-là. Si on veut tester à l'ordre 1, donc on saisit 1 ici. Donc, je tape 1. Donc, on veut tester est-ce que les erreurs sont autocorrélées à l'ordre 1. On valide. Ici, donc c'est le test de Brush-Godfrey. Voilà. L'hypothèse ici, l'hypothèse nulle ici, c'est marqué là, il n'y a pas d'autocorrélation à l'ordre 1. Donc ici, le test reporte ici une probabilité de 0,2933 qui est supérieure à 5%. Donc, on accepte l'hypothèse nulle. Donc, il n'y a pas autocorrélation à l'ordre 1. On peut essayer de voir à l'ordre 2. En ce moment-là, on va taper 2. Voilà. Et on valide. Là encore, la probabilité est de 0,29. On accepte l'hypothèse nulle. On va appliquer aussi d'autres tests alternatifs. On va donc faire le corrélogramme. Comme ça, on verra en même temps toutes les corrélations jusqu'à un ordre plus élevé. Donc, on va dans View, Residual Diagnostic, corrélogramme Q statistique. Et voilà. Donc, il nous propose 20 retards. Bon, c'est bon, on valide. Voilà. Là, nous avons aussi le corrélogramme qui est dessiné. Nous avons le corrélogramme partiel et ici, l'autocorrélation. Donc, ici, on remarque que tous les coefficients sont dans la bande en pointillé. Donc, ici, on accepte l'hypothèse nulle que les erreurs ne sont pas autocorrélées jusqu'à un ordre même supérieur. Voilà, donc vous voyez, à l'ordre 1, c'est ça. Voilà, à l'ordre 2, c'est la bande qui est là. Donc la valeur de la bande là, ça vaut moins 0,17. Donc c'est pourquoi ça est donc du côté gauche. À l'ordre 3, on a également, c'est négatif. Donc la valeur qui est là, moins 0,148. À l'ordre 4, c'est 0,018, c'est positif. Mais tout ça, ce n'est pas significatif. Ouais, c'est dans la bande. Voilà. Si la première bande sortait donc des pointillés, en ce moment-là, il y avait donc autocorrélation à l'ordre indiqué. Voilà. Donc avec ce graphique-là, on peut donc déterminer donc voir si les résidus suivent un processus autorégressif, donc AR, ou bien MA, ou bien carrément un mélange des deux, un ARMA. Donc ici, les erreurs sont seulement hétérocédastiques. Alors, comment est-ce qu'on peut donc corriger cela? On revient à nos estimations.
Donc on reprend les estimations. Avant de corriger, il faut déjà rappeler que si les erreurs sont seulement hétéroscédastiques, ça va impacter seulement les écarts types des coefficients. Mais les coefficients eux-mêmes ne seront pas touchés, ne changeront pas. Voilà. Mais si les erreurs étaient autocorrélées, en ce moment-là, la correction allait modifier les coefficients et les écarts types. Mais ici, les erreurs sont seulement hétéroscédastiques. Donc quand on va corriger, ça va appliquer les moyennes carrées pondérées. Donc les coefficients ne vont pas changer, mais c'est les écarts types qui vont changer. Donc pour corriger cela, donc on revient dans l'estimation. Donc pour corriger l'hétéroscédasticité, donc on revient à nos estimations et on repart dans Estimate. Voilà, donc ça nous ramène donc à la fenêtre d'estimation. Et cette fois-ci, nous allons aller dans Option. On va aller dans l'option. Dans Option, vous voyez qu'ici, il nous ouvre donc une option pour estimer la matrice de variance covariance. Voilà. Donc, au lieu de mettre la méthode ordinaire, on va plutôt choisir une méthode. Et là, donc, Evus propose plusieurs méthodes, dont la méthode de Huber-White, la méthode de Newell-West, et puis d'autres méthodes aussi, du cluster robuste. Le cluster, il faut donc une variable qui indique donc les classes. Donc nous allons appliquer la méthode de Huber-White. Donc on coche Huber-White et on valide. Lorsqu'on valide, voici ce qu'il nous donne ici. Voilà. Il nous donne ici, donc vous voyez que les coefficients n'ont pas changé, mais les écarts types, eux, ont changé. Ce que je vais faire, je vais revenir à mes coefficients initiaux. Donc je vais revenir. Donc je reprends l'estimation ordinaire là. Voilà. Voilà. Donc je vais le dupliquer. Donc je clique sur Freeze. Voilà. Comme ça, on pourra comparer. Voilà. Maintenant, je vais corriger l'hétéroscédasticité. Donc je repars dans Estimate. Et je vais donc sélectionner ici Huber-White. Et je valide. Voilà. Donc, lorsque je valide, j'ai ces résultats-là. Vous voyez bien que, voici donc ici les coefficients que j'avais, les coefficients que j'ai, comparé à ceux que j'avais avant, vous voyez que ça n'a pas changé. En revanche, les écarts types, vous voyez que les écarts types ont changé. Vous voyez, pour le PIB, on avait 0,010. Cette fois-ci, on passe à 0,022. Donc, les écarts types ont changé. Donc, du coup, les taux de students vont changer. Et ça va affecter donc les probabilités et puis la significativité. Voilà. Donc, vous voyez bien que l'indice des prix à la consommation qui était significatif au seuil donc de 5%, ici, n'est plus significatif au seuil de 5%. Donc, vous voyez un peu la conséquence de l'hétéroscédasticité. On peut également corriger sur la méthode de Newell-West. Voilà, Newell-West. On valide et on obtient ce résultat-là. Donc, là encore, on observe que les écarts types ont changé et les probabilités aussi ont changé. Là, vous voyez que l'indice des prix à la consommation qui avait donc une probabilité de 0,015 passe à une probabilité de 0,075 qui n'est pas significatif donc à 5%. Donc voici donc comment on corrige l'hétéroscédasticité. Bon, ici, c'est pas, le modèle ici n'est pas autocorrélé. Néanmoins, je vais quand même vous montrer comment on pourrait corriger l'autocorrélation des erreurs. Donc, pour corriger donc les erreurs au cas où elles sont autocorrélées à l'ordre, on va dire à l'ordre 1,
Donc, on repart donc dans l'estimation. On fait estimate. Et puis, on ajoute à la fin de l'équation AR1. Voilà. AR1, ça veut dire que les erreurs sont autocorrélées à l'ordre 1. Voilà. On ajoute AR1. Voilà. Bon, ici, vous voyez que ici, le coefficient AR1 n'est pas significatif parce que les erreurs n'étaient pas autocorrélées. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez que le terme AR1, il n'est pas significatif à 5%. Voilà. Si les erreurs sont autocorrélées à l'ordre 2, on taperait AR1, AR2. Comme ça. Voilà. Si les erreurs étaient ARMA 1,1, voilà. Là, à ce moment-là, on taperait AR1, espace MA1. Comme ça. Voilà. Voilà. Et on valide. Voilà. Là, à ce moment-là, on a le terme AR1, le coefficient AR1 et le coefficient MA1. Donc, voici ce qu'on fait pour corriger l'hétéroscédasticité et l'autocorrélation résiduelle. Voilà. Merci.